j'ai demandé déjà à Florimond qu'est-ce que lui il avait comme produit, quelle chose il avait ici. Par exemple, il y a un plat, nous on fait ça avec du chevreuil, qui est une viande de chat chez nous. Et ici, il m'a dit j'ai de la biche. Donc voilà, on a fait la même chose, mais en fait c'est assez similaire. Hein. C'est un peu plus petit chez nous, mais c'est... Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Alors ça y est, c'est notre dernier entretien pendant Montréal en Lumière et pour en profiter jusqu'au bout, on est avec un public de feu. Salut les amis, ça va ? Salut! Ah, il est de feu le public. Je vais commencer par remercier notre sponsor Air France qui a cru en nous quand on leur a proposé ce projet de podcast en public. On n'avait jamais fait ça, il y a eu des changements de dernière minute, on a fait des erreurs et malgré tout, elles ont continué à nous faire confiance. Diane, Ambre, Bianca, un immense merci. Merci aussi à Florimond Anto, il est tout derrière. Au fond là-bas, C'est le chef exécutif du restaurant Le Boulevardier qui nous accueille aujourd'hui. Et malgré tout le travail qu'il a en ce moment, il a pris le temps d'organiser cette rencontre. Non seulement c'est un super cuisinier, mais c'est aussi une belle personne. Et je dirais même plus, c'est un vrai ami. Florimond, merci. merci. À nous maintenant, chef. Aïe. Il y en a, c'est les chanteurs, Beyoncé, Taylor Swift, Drake. Il y en a, c'est les sportifs, Mbappé, McDavid, LeBron James. Moi, c'est les cuisiniers. Et Montréal en Lumière, c'est ma Coupe du Monde à moi, le Hellfest et Coachella réunis. Et qui dit festival exceptionnel, dit invité exceptionnel. C'est le protégé d'Alain Ducasse, alors on va être gentil avec lui dans nos questions. À 35 ans, il est chef exécutif du restaurant du mythique palace parisien Le Meurice, 2 étoiles Michelin, à la pointe de la haute gastronomie française. Aujourd'hui, c'est Amaury qui est dans le jus. Bonjour Amaury, Bonjour, ça va? super. Alors, on va commencer par des questions simples. Ok, et ça se corse après. Gentil, et puis après Gentil. on voit. Quand tu entends un fan parler de cuisinier comme il parlerait de footballeur, ça te vient de chercher quelque part ou pas? Est-ce que tu étais comme ça, toi, quand tu étais jeune? Non, à la base, moi, j'ai pas voulu faire la cuisine parce que c'était quelque chose que j'avais voulu ou quelque chose qui me plaisait. Je fais ça pour faire plaisir à mon père à la base, pour avoir la paix. Je n'étais pas très bon à l'école et c'était son rêve à lui qui n'a pas été exaucé. Il aimait toujours faire la cuisine à la maison et moi, je me suis dit, je vais passer du bon temps à l'école hôtelière, comme ça, je vais être au chaud encore un peu de temps. Et finalement, ça m'a plu. C'était quelque chose qui était constructif, dans le sens où tu fais quelque chose avec tes mains. Tu vois, le matin, tu pars d'un produit, d'un poisson, et le soir, tu en fais un plat. Enfin, c'était ça qui m'a plu. Et après, il y a une rencontre aussi, c'est Alain Ducasse. Moi, ça fait 18 ans maintenant que je travaille avec lui. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas à Monaco. Je suis parti. Et ça a été vraiment une révélation pour moi là-bas, quoi. C'était un hasard qui t'a amené au Louis XV, hein, c'est ça, à Ouais, Monaco? c'est ça. J'ai toujours, je me suis dit, je voulais commencer grand et me dire si ça me plaît pas, je pourrais descendre. La rigueur, l'autorité, la discipline, cette façon de travailler, méticuleuse, précise et tout, et c'est vraiment, moi je suis un peu, je suis un peu maniaque, j'aime bien que les choses soient rangées, organisées et tout, et c'était vraiment la rencontre parfaite, quoi. Ça s'est passé comment la rencontre? Toi, tu travaillais au resto et puis il est arrivé un jour et puis... Ouais, Monaco, c'est son resto. C'est là où tout a commencé aussi pour lui en tant que... C'était le plus jeune chef 3 étoiles en France à 33 ans. Le chef Alain Ducasse, maintenant, il a des restaurants partout dans le monde. Il a une réputation qui est plus à faire et qui est un grand ambassadeur de la cuisine française. C'est un mentor pour moi. Donc c'était vraiment... Il y a toujours quelqu'un qui te stimule, qui te pousse. Et vraiment, cette rencontre-là, c'était vraiment magique, quoi. Est-ce que ça t'embête un peu ou ça te titille un peu qu'on te présente comme je l'ai fait là, comme le protégé d'Alain Ducasse, comme le cuisinier qui travaille avec Cédric Grolet, comme le cuisinier du Meurice,
ou alors c'est plutôt une fierté et t'es content de ça? Non, c'est une fierté. Pour moi, Alain Ducasse, c'est le plus grand ambassadeur de la cuisine française. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour stimuler, pour te pousser. C'est un mentor pour moi. Un cuisinier, c'est jamais quelque chose où t'es acquis en fait. Tu as toujours la tête dans le guidon. Tu penses que des fois, tu es bien et tu as besoin du retour, que ce soit des clients, que ce soit des gens, des personnes extérieures qui vont te dire ah ouais, là peut-être c'était trop, là il y a des excès. Aussi te trouver. Tu vois, un cuisinier, t'as pas ton identité tout de suite. Tu prends ta première place de chef. Moi, je l'ai pris en 2020. Avant, j'étais chef adjoint ou sous-chef, etc. Je suis monté dans la hiérarchie. Mais quand tu prends une place de chef, tu reproduis en quelque sorte ce que tes anciens chefs t'ont appris, t'ont inculqué. Ta personnalité, ton identité, ta touche, ça vient avec le temps. Et ça, il faut avoir un peu de recul aussi et accepter ça. Et d'avoir Alain Ducasse, moi, ça me fait gagner du temps. C'est quelqu'un qui a une expérience énorme. Et voilà. Non, c'est une fierté. Tu as eu 3 établissements sous Ducasse, c'est ça, Louis XV? J'ai travaillé au Plaza Athénée ensuite, Athénée. avec différents chefs aussi. C'est ça qui est super intéressant, c'est que, par exemple, au Plaza, j'ai fait 3 chefs différents avec 3 identités et philosophies de cuisine différentes. On a fini la dernière avec la naturalité, avec Romain Médère, où là, le concept à l'époque, il y a 10 ans, c'était du poisson, des céréales et des légumes. C'était assez radical pour de la cuisine française où il y avait un restaurant, il n'y avait plus de viande, tu vois. À l'époque, ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui se mettent à faire ça aussi. Est-ce que tu peux parler un peu plus de la naturalité, parce que c'est vraiment ta signature. Ton restaurant, en tout cas, était un des premiers à sortir ce concept qui aujourd'hui fait écho partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? En fait, la naturalité, c'est un concept qui a été créé par Alain Ducasse avec Romain Médère. Et c'était vraiment d'aller au plus près de la nature, des produits. Mais c'est une philosophie qui a depuis longtemps Alain Ducasse. C'était un des premiers chefs aussi à faire de la cuisine très végétale. Privilégier le végétal à l'animal, je trouve que c'est très important pour moi aussi d'avoir une part dans mes plats, dans mes menus, parce que tu peux être surpris, je pense plus aujourd'hui avec des légumes qu'avec des protéines animales. Tout le monde a déjà mangé un bon morceau de poisson, tout le monde a bien mangé une belle volaille, un beau filet de bœuf, mais un bon navet, un bon petit pois, un bon haricot vert, la juste saisonnalité, la juste cuisson, la juste température, tout cet équilibre de choses, de petites choses qui fait que d'un truc simple que tu te dis ouais, ça devient waouh, tu vois, et que tu prends une claque. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que tu as un souvenir d'un plat ou d'un ingrédient végétal du coup qui t'a fait cet effet waouh et puis qui t'a un peu poussé dans cette voie de la naturalité? En vrai, il y a toute une globalité de produits parce que moi, j'adore l'artichaut, par exemple, la cuisine d'Alain Ducasse aussi. Quand j'étais à Monaco, quand j'ai découvert ça, j'expliquais ça hier. Justement, on a fait une masterclass avec Florimond où ce qui m'a marqué le plus à Monaco, c'est qu'on faisait la cuisine sans cuire les légumes dans l'eau. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends un peu à l'école, ça t'oublie. Et tu prends une poêle, un sautoir, de l'huile d'olive, une gousse d'ail, un peu de sel. Un légume, c'est composé à 80% d'eau. Et on sert de l'eau naturelle qui est constituée dans le légume pour s'auto-cuire, en fait, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Ça a un autre goût. Quand tu cuis un légume dans l'eau, l'eau, tu la jettes et tout le goût du légume, il part avec. Parce que souvent, on dit que c'est un goût de flotte, tu vois. Mais c'est imagé, mais c'est vrai, en vrai. Comment tu as appris ce rapport? Ça a pris du temps pour comprendre l'importance des aliments. Ça s'est passé comment? C'est très, très, très long parce que effectivement, tu as une saisonnalité, tu as des typologies de produits, tu as des visions de chef aussi. Moi, ce que j'apprécie aussi avec le chef Ducasse, c'est qu'on va chercher les aspérités, les goûts, les amertumes, les acidités, de ne pas laisser un produit avec un goût assez neutre, assez plat. Et moi, ça m'a permis de me construire, en fait. Si tu veux, Alain Ducasse, c'est le tronc d'un arbre. Et nous, on est les chefs, on est là on est les feuillages, tu vois. C'est imagé, mais c'est ça, tu vois. C'est à nous développer, nous grandir et de créer en fonction du lieu où tu es, tu vois. Moi, je suis au Meurice, c'est le plus vieux palace parisien.
C'est le premier qui a été construit, bien avant le Ritz à Paris. Et il y a une histoire. Le restaurant où je suis, c'est une reproduction du château de Versailles, du Salon de la Paix en plus petit. C'est une cuisine française où je suis très attaché aux traditions, mais on apporte une touche, je dirais pas de modernité, mais quelque chose d'actuel. Tu vois, ce que les gens ont envie de manger, pas trop gras, pas trop lourd, avec des aspérités, des amertumes, des acidités, des goûts fumés, des choses comme ça, où les gens vont voyager dans leur expérience, quoi. Pas simplement, on n'a pas simplement un rôle de nutrition aux gens, en fait. Les gens viennent vivre une expérience. Et l'hospitalité aussi de la salle, la sommellerie, etc., ont un rôle très important. Il y a combien de places au Meurice ? Nous, on fait au maximum 50-55 ouverts. En fait, on a 17 tables dans le restaurant, 16 en haut et une table du chef en bas qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Après, premier arrivé, premier servi. Si c'est une soirée Saint-Valentin, voilà, on va faire 36, 38 couverts. Une soirée de fête de fin d'année où il y a des grandes tables, on peut monter 50, 55, c'est le maximum qu'on fait. Et le menu est vendu combien ? Il y a un menu, c'est un menu ou c'est au choix ? En fait, quand j'ai pris la place, on avait décidé de faire un menu sorti de Covid. On ne savait pas comment les gens allaient revenir au restaurant, comment ils allaient manger. Et on parle aussi de gaspillage alimentaire et tout, de gestion. En fait, c'est bien les menus. Ça te permet de gérer ton approvisionnement, de ne pas avoir de pertes, de commander la juste quantité. Mais on s'est rendu compte que au-delà que les clients, on leur imposait quelque chose de fixe, nous, cuisiniers, on tombait dans une routine à faire tout le temps la même chose. Donc on a fait ça 2 mois, on a arrêté, on fait un menu carte, on appelle ça. Il y a 2 formules, une formule 5 plats ou 7 plats. Et après, il y a 4 entrées, 3 poissons, 3 viandes, 5 desserts et les gens choisissent en fait. On laisse t'es une table de 6, ils peuvent prendre les 4 entrées différentes, les 3 poissons, etc. C'est pas comme dans les anciennes institutions françaises où tu as une table qui arrive, il faut tous qui commandent sur la même carte. Non, c'est vraiment le client est roi chez nous, c'est fait ce qu'il veut. Alors, tu es arrivé en 2020 au Meurice. 2016, je suis arrivé. 2016, je suis arrivé en tant que chef adjoint et j'ai pris ma place en 2020. Alors, tu la prends à un moment quand même qui est assez particulier, c'est la pandémie. Ouais, c'est assez atypique parce que pour la petite histoire, moi, le mercredi, il y a un communiqué de presse qui part comme quoi je reprends la place de chef du restaurant le 1er avril. Et le samedi, je suis chez moi et le président, il annonce qu'on ferme les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Donc en fait, moi, si tu veux, je prends un coup sur la tête, je me dis, mais putain, c'est le sort qui s'acharne. J'ai ça pour ça. Ouais, exactement. Et au final, malgré ce qui s'est passé, malgré qu'il y a eu beaucoup de... Je pense qu'il y a des gens qui ont souffert énormément pendant cette période-là, mais pour moi, ça m'a permis de me construire, d'avoir le temps pendant 2 ans de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'allais construire mes plats. Et j'ai eu cet avantage-là d'avoir 2 ans avec l'hôtel était ouvert avec du room service où j'ai essayé mes plats. J'ai essayé pour les clients, et j'attendais les retours justement et ça m'a permis de réfléchir. J'ai pris le temps, ce qu'on ne fait jamais en tant que chef. Souvent, on est tout le temps là du matin au soir en cuisine. On réfléchit mais différemment de quand on est à la maison où tu as le temps d'ouvrir des livres, de regarder, d'écouter les informations, de voir que la planète va mal et tout. Et je me suis dit que vraiment, il fallait que j'ai un retour aux choses essentielles, un peu aux choses plus naturelles, plus authentiques, avec des vraies valeurs ajoutées. Et je me suis rapproché de tous mes producteurs. Et nous, à Paris, on a la chance d'avoir un marché qui s'appelle Rungis. C'est un marché international. Mais il manquait quelque chose là-bas. Il manquait une âme. Il manquait pour moi de savoir quelle était la personne qui produisait les légumes, qui élevait les animaux, qui allait pêcher. Et tu vois, ce travail-là, je l'ai fait avec mon chef adjoint et mon sous-chef et tout à l'époque. Et on a profité d'avoir le temps de bouger, d'aller voir tous ces gens-là, de goûter directement et d'avoir un rapport plus sain en fait et plus humain, je trouve, en tant que chef. Ce que tu n'as jamais le temps de faire en fait dans un restaurant. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui sont ici c'est exactement ce que est Rungis parce qu'il y a rien de... Rungis, c'est un marché international en fait. C'est une grosse plateforme à Paris où c'est une ville dans la ville où il y a de la viande, du poisson et ça part tout
en France ou à l'international en fait. C'est vraiment immense. C'est une plateforme où ils récupèrent tous des producteurs et ils renvoient ensuite tout ou à international ou national. Ouais, que ce soit pour la grande distribution, pour les restaurants, pour les particuliers, etc. Donc tu trouves ce que tu veux, mais comme tu dis, ça n'a pas d'âme, c'est un grossiste. Ouais, c'est ça, c'est des palettes, hein, c'est par colis, c'était quelque chose, oui, pour l'hôtel je travaille avec Rungis parce qu'on a une volumétrie qui est énorme et travailler avec des petits producteurs, même pas petits, mais quand je dis petits, c'est en termes de volumétrie, c'est très compliqué quand tu as du débit sur un hôtel et tout, mais sur un restaurant, nous, on s'est forcé ça d'avoir ce travail au plus près des producteurs, des éleveurs, et de comprendre en fait, d'avoir l'histoire totale du terroir, de l'histoire de quelle famille fait ça, pourquoi, etc. C'est plus de sincérité pour le consommateur en fait. Et ça, justement, comment tu l'exprimes au client qui vient s'asseoir? Est-ce que tu marques sur les menus la provenance? Est-ce que tu informes tes serveurs? Exactement. Nous, tout le monde est au courant, dans le sens où on va dire la provenance, l'origine. Après, on n'est pas là non plus pour faire chier les clients, tu vois. C'est-à-dire que le client, s'il il a envie de comprendre, bah voilà, on lui raconte. S'il est juste là pour faire du business, on va lui expliquer les plats. Et voilà. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe en salle c'est marrant, qui est autant investie. On est vraiment comme une famille et tout le monde est intéressé en fait. Tout le monde est passionné par ce qu'il fait, essaye de comprendre et c'est simple. Dès que je vais faire un plat, la première personne qui va goûter, c'est mon directeur de salle. Est-ce que c'est facile pour lui de manger le plat? Comment le client va se positionner? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça se met entièrement dans la bouche? Est-ce qu'il faut une cuillère, etc. Toute cette partie-là. Et après, on va faire déguster au plus grand nombre. Hein. Mais c'est vraiment hyper important, la salle. Est-ce que toi, tes plats, justement, quand tu as des retours de ton directeur ou de ton sous-chef, ou peu importe, ou les clients, tes plats évoluent beaucoup, tu les travailles beaucoup, ou c'est plutôt instinctif et très rapidement, tu sais vers quoi tu vas et tu as tes fiches techniques qui sont établies rapidement? Non, en fait, nous, on fait la cuisine vraiment au produit. C'est-à-dire que un jour, la carotte, elle va être sucrée. Un jour, elle va avoir plus un goût d'eau. C'est un peu comme le radis. Le radis, des fois, il pique pas. Tu vois, faut goûter. C'est un peu moins... Je trouve que la cuisine, c'est moins dans la pesée, dans la fiche technique, etc. Après, oui, bien sûr, on est à l'écoute. Je me rappelle d'un plat, j'avais fait un plat turbo avec des endives. C'était hyper amer et tout. Moi, j'adore ça. Tu vois, c'est comme quand tu bois un Negroni moi j'aime cette amertume, ce côté puissant, et les clients en fait étaient perturbés parce qu'on s'est rendu compte qu'au début en salle on l'expliquait mal parce que moi aussi je poussais le curseur trop élevé et en fait il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui mange pas l'assiette parce qu'il prend pas de plaisir en fait. T'es pas là pour non plus malgré tes goûts et tes convictions. Bah, t'es pas non plus là pour... Surtout que tu es dans une institution, donc tu peux pas être révolutionnaire non plus. C'est pas ne pas être révolutionnaire, je pense qu'il faut... Nous, on est là pour marquer l'esprit. En fait, les gens, quand ils partent du restaurant, ils ont mangé, mais ils partent avec rien. Demain, tu vas acheter de l'électroménager, tu repars avec la machine chez toi. Tu vas acheter... Tu vois, c'est un bien que tu achètes et que tu repars avec, et c'est physique. Nous, quand on fait à manger... on fait vivre une expérience aux clients, mais les personnes, ils repartent chez eux, physiquement, ils n'ont rien. Ce qui est important pour moi, plein, j'imagine. Ce qui est important pour moi, c'est de leur marquer l'esprit, tu vois. Ils partent avec un souvenir d'une expérience, d'un moment incroyable. Ça, c'est le plus important pour moi. Et c'est facile à faire quand tu es à la tête d'un établissement classique, historique. C'est ça le défi, c'est d'être à la limite. Je dis toujours qu'il y a une ligne rouge à pas dépasser, mais il faut toujours être proche d'elle pour apporter une percussion perturbée. Et les gens viennent, je pense à la base chez nous, pour le nom, pour l'établissement, pour le prestige. Ils s'attendent pas des fois à vivre une expérience aussi marquante. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est top. Et quand les gens reviennent, nous on a la chance, depuis que j'ai repris, le restaurant tous les soirs est complet.
On a des clients fidèles qui reviennent, etc. Pour moi, c'est la plus belle des satisfactions, en fait. Et par exemple, si moi je veux aller manger chez toi, alors ça me coûte à peu près. C'est quoi le panier moyen? On a un ticket moyen, oui, assez élevé. On est le ticket moyen, il est entre 650 et 700 euros. Ce qui fait le petit menu est à 350, le grand à 400. Après, avec les vins, etc., ça peut. Alors, il faut que je signale quand même à tous les gens qui nous écoutent que ce soir, cette semaine, en fait, pendant Montréal en Lumière, ton menu, il est à $160. 169. Ouais. Je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est donné. Ça fait 110 euros. Non, mais ce qu'il faut remettre dans le contexte aussi, c'est que là où je travaille, il y a une masse salariale qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un employé pour un client. Voilà. On a un système aussi qui est en cuisine et en cuisine salle. Cuisine salle. Nous, on est une vingtaine en cuisine. Ils sont à peu près autant en salle et sommellerie. On fait une cinquantaine, mais tu as une hôtesse, les plongeurs, etc. On a un système qui est différent de chez vous où le service est inclus dans le prix aussi. Et le pourboire, c'est pas ajouté. Ouais, c'est ça qui est différent. Et après, on utilise des produits d'exception qui ont un coût et qui est hyper excessif. Un turbo, quand je suis parti, le turbo, on l'achète 90 euros le kilo. Sur un poisson, il faut savoir que sur 1 kilo, il y a quasiment 50% de perte qui n'est pas comestible en termes d'arêtes, de tête et de peau, etc. Donc si tu veux, ça a un coût aussi. On utilise des matières premières qui sont très chères. Voilà. Et puis le temps de travail des cuisiniers, c'est des produits qui sont tellement travaillés que c'est énorme, quoi. Ouais, moi je trouve que, pour être honnête, quand l'établissement à la fin de l'année, nous on arrive à zéro, c'est bien. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais ça a un coût en fait. C'est comme quand tu vas t'acheter une bague avec un diamant, tu vois, ça a un coût. Bah, il faut que tu acceptes ce coût parce que c'est à la rareté, parce que il y a le travail derrière. Il y a l'environnement, là, la salle du Meurice. Mais on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour un anniversaire, quelque chose qu'ils veulent marquer, une demande en mariage. Voilà, ça a un côté prestigieux, il y a un côté féerique et magique. Quel genre de chef tu essayes d'être? Parce que tu parles d'excellence dans l'assiette. Mais l'excellence, c'est aussi dans la gestion des gens, la gestion des humains. On sait qu'il y a un côté un peu plus sombre dans certaines... Enfin, il y a eu en tout cas en haute gastronomie française, il y a un côté très, très, très dur. Les choses changent un petit peu. Il y a un retour de balancier un petit peu avec les jeunes qui veulent des choses différentes, qui acceptent certaines choses différemment. Toi, quel chef t'essayes d'être? Moi, je pense qu'avant tout, j'essaye d'être le chef le plus juste possible. Je pense que dans nos maisons, dans des établissements comme ça, il faut garder une rigueur. C'est-à-dire, la France, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. C'est beau, tu vois. Il faut être fier de ça. Moi, j'en suis très fier. Aujourd'hui, tu le dis, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté, qui ont décroché, qui ont envie d'autre chose. Et je l'entends, le Covid a changé. Nous, avant, on travaillait matin et soir, enfin midi et soir, pardon. Aujourd'hui, on travaille que le soir. Ils ont des conditions de travail qui sont, moi, je trouve top. Après, le management, c'est comme tout, ça s'apprend. Je dis pas que je suis le meilleur des managers, mais j'essaye qu'on ait un lien familial. Je suis le chef. Il y a une hiérarchie chez nous quand même. Mais j'essaye d'avoir une proximité avec eux. Aujourd'hui, je suis venu avec un cuisinier avec moi. À chaque fois que je fais un déplacement, j'emmène toujours un cuisinier pour qu'il partage un moment comme ça aussi. Et il faut garder cette rigueur de travail. On n'est pas des copains, on n'est pas là pour s'amuser, même si on prend du plaisir en cuisine. C'est pas là mon discours. Mais c'est quoi la plus-value de peut-être des choses qui ont été faites dans le passé, mais tu vois, il faut vivre dans le présent et dans le futur et reconstruire quelque chose au lieu de ressasser le passé. Moi, tu vois, ça, je m'en fous. C'est pas parce que ton père t'a battu que tu dois taper tes gamins, tu vois. Je pense que c'est pas le discours. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais en fait, je pense que c'est anecdotique en vrai. Moi, j'ai fait énormément de maisons. Personnellement, j'ai jamais connu ça.
Peut-être des mots, tu vois. Mais tu as c'est fait pas... des belles maisons aussi. Oui, mais même dans des petites maisons, en fait, je pense que des fois aussi, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la gastronomie, le service, c'est quelque chose, c'est speed. Quand les gens viennent manger au restaurant et ils ont 1 heure, est-ce que tu te poses la question si le mec, depuis quelle heure il est là, est-ce qu'il est fatigué, est-ce que chez lui ça va bien? Tu vois, c'est des questions que tu te poses pas, que tu te rends pas compte. Et c'est ce que vivent des fois aussi les gens, c'est la vie du quotidien de tout le monde. Donc oui, des fois il peut y avoir des tensions, des mots mal placés et tout, mais c'est hyper rare, comme dans n'importe quel travail en vrai, je pense. Après, je pense qu'il ne faut pas globaliser tout ça. Je pense que oui, quand ça sort, ça fait beaucoup de bruit parce que tout le monde pointe du doigt, et quand on regarde des films à la télé, on voit le chef français qui gueule, qui a les flammes en cuisine et tout, etc. Mais moi, les gens, ils sont assez surpris parce que chaque soir, par exemple, quand on a des clients qu'on connaît ou des gens importants ou des gens de la famille et tout, on les fait descendre en cuisine, on leur fait l'apéritif et les gens ils disent wow, c'est calme, c'est silencieux. Moi, j'aime le calme dans la cuisine pendant le service. Comme ça, tu es concentré, tu entends les bons. Tout le monde, on répond oui chef, pourquoi? C'est pas pour dire une question d'ego du chef, c'est juste pour dire oui j'ai compris en fait. Ça serait long à dire, ah, oui j'ai compris. Ouais, ou s'il te plaît merci, tu peux me donner les plats. Tu vois, en fait c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. En fait ça va vite, c'est intense pour nous. On appelle ça le rush. Hein, c'est vraiment un moment, c'est 1 heure, 2 heures en plein service où ça pousse. Donc Parce que toi, à peu près sur un plat, par exemple, tu as combien de manips? Ça varie, ça peut monter jusqu'à une dizaine de manipulations. Ça dépend le plat. Après, moi, j'ai une cuisine qui est assez visuellement, qui est très simple, parce que j'aime garder justement le côté brut des produits naturels, pas changer l'aspect physique du produit, mais plus chercher la technique dans les jus, dans les sauces, dans les condiments, dans la façon de le cuisiner en fait. Tu le vois visuellement, tu te dis ok j'ai compris, sur le menu moi ça va être homard, oignon, betterave, 3 éléments par exemple. Et là déjà la première chose c'est que le directeur de salle est là pour expliquer au client, voilà c'est cuisiné comme ça, déjà c'est la première approche. Et la deuxième c'est que quand ça arrive, bah ok, t'as le homard, t'as l'oignon, t'as la betterave. Voilà, on n'a pas. J'aime pas trop les phrases un peu trop pompeuses, les trucs où t'es là pour. Clair de lune. Ouais, mais c'est voilà, chacun a sa philosophie, mais moi je préfère les choses assez brutes et directes, tu vois. Alors aujourd'hui, tu as 2 étoiles au guide Michelin. Ouais. Est-ce que les étoiles, c'est toi qui les as eues? Elles étaient déjà là? En fait, moi, je les ai héritées. Est-ce que c'est la structure qui garde les étoiles? Ouais, exactement, c'est la maison. Moi, quand j'ai repris, après, je les ai conservées. Mais c'est pas moi qui a été décroché. C'est une maison qui a eu 3 étoiles. L'ancien chef, Alain Ducasse, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est là. Avant, c'était Yannick Aleno. Il y a eu 3 étoiles. Ensuite, il y a eu Alain Ducasse. Il a repris 3 étoiles. Il y a eu un chef ça a eu un changement de chef dans l'écurie Alain Ducasse, donc il y a eu une perte d'étoiles. Mais voilà. Est-ce que tu as ton objectif, c'est de récupérer cette 3e étoile? Est-ce que ça fait partie du plan? Je sais pas si... Ouais, je pense que tu as 1 étoile, tu en veux 2, tu as 2, tu en veux 3, tu veux toujours plus. C'est comme ton salaire, tu vois. Il n'y a personne qui va te dire le contraire, tu vois. Mais oui, ce serait une satisfaction, une belle récompense. Après, je pense qu'il faut du temps au temps. Je pense que je suis personne pour dire ce que je vaux. Voilà, donc... Mais tu n'as aucune pression Non. Moi, je travaille vraiment dans une liberté, que ce soit par ma direction générale d'hôtel, que ce soit par le chef Alain Ducasse. J'ai une liberté de travail, je travaille dans des conditions qui sont hyper agréables. Et c'est pour ça que, tu vois, tu disais pourquoi ça ne me dérange pas de travailler avec Alain Ducasse, parce que je suis dans une condition de travail qui est plaisante. Et tu prends du plaisir, tu vois, quand tu n'es pas stressé dans ce sens-là. Oui, tu as du stress naturel parce que tu as un niveau d'exigence, tu as des clients importants. T'as pas la place à l'erreur. Quand tu viens manger chez nous, il faut que la cuisson, les assaisonnements, l'erreur, c'est ça qui est le plus dur en fait. Mais c'est du bon stress en fait, tu vois. Une petite question, comment tu t'es retrouvé à Montréal? Déjà, est-ce que c'est ta première fois à Montréal? C'est ma première fois à Montréal, je suis très content. Je suis arrivé, la neige a fondu.
Ouais. On m'avait dit, Florémon, il m'a dit achète un gros manteau, il fait froid ici et tout. On te sent déçu là, on te sent déçu Ouais, qu'il n'y ait pas un moins 20. je suis en là. t-shirt et je suis venu là. Non, je suis très content. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'hospitalité, les gens sont très accueillants. Il y a un savoir recevoir, je trouve, qui est très similaire à la France, même plus encore. Et ouais, c'est la première fois. J'étais invité, c'est Florémon qui a fait la démarche de me faire venir ici. Et Tu le connaissais pas? Non, pas du tout. On s'est parlé sur les réseaux sociaux et T'as dit est-ce que ça te tente de venir ouais. En février ou mars à Montréal, t'as dit ok, pourquoi pas? Ouais. En fait, ce qui était un peu short et tout, c'est que j'ai beaucoup de sollicitations en vrai et c'est toujours dur de caler tout. Et ça s'est fait assez rapidement. Je crois que c'était vers septembre, quelque chose comme ça. Le temps de voir un peu. Ça met un peu de temps de réfléchir, de voir si sur le planning ça matchait bien et tout. La semaine dernière, j'étais au Japon. C'était le timing et que ça tombe juste, quoi. Mais c'est super. Franchement, je suis très content d'être là. Et un petit mot sur le menu de ce soir. Qu'est-ce que tu fais? C'est un 4 mains que tu as préparé avec Florimond ou c'est ta cuisine? Non, pour le coup, c'est vraiment, on peut dire que c'est comme un peu une résidence. Okay. Florimond, il m'a invité, il m'a donné carte blanche, il m'a dit voilà, tu vas être là avec moi, avec mes équipes. Je te laisse la cuisine. C'est toi qui bosses. Non, mais je pense que l'idée qui était de Florimond, c'était de faire vivre aux gens d'ici. Ils connaissent Florimond, ils connaissent sa cuisine. C'était de faire vivre le temps de 3 dîners, une expérience parisienne pour ma part. Ici en résidence. Après moi, l'idée que j'avais, c'était et partout où je vais, quand je voyage et que je fais un événement, c'est d'avoir la trame de ce que je fais au restaurant, mais avec les produits sur place et avec la trame. Donc il y avait des trucs, je trouve c'est un peu original. Après, j'ai demandé à Florimond qu'est-ce que tu utilises et tout. Et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu original comme le phoque et tout, tu vois, mais je maîtrise pas, tu vois, je me suis pas aventuré à faire un truc, chez nous ça n'existait pas, tu vois. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, c'est l'exotisme pour nous les Français, mais non, on est resté sur une base qu'on fait au restaurant, mais adaptée un peu avec les produits d'ici. S'il y a des questions, avancez-vous, s'il vous plaît, parlez dans le micro, si vous voulez juste vous présenter ou pas, c'est comme vous voulez. Marie-Julie, j'ai une question. En fait, je suis curieuse. Vous êtes arrivée il n'y a pas longtemps, c'est ça, de ce que je comprends? C'est assez rapide comme voyage? Lundi, ouais, et je repars dimanche. Avez-vous eu l'occasion de tester des restaurants montréalais? Ouais, hier, on a été au Mastar. OK. Qu'est-ce qu'on a l'autre restaurant, je ne me rappelle pas, c'est Florémond l'auberge. OK. Je suis assez curieuse d'avoir un peu votre avis sur ce que vous avez l'occasion de goûter depuis votre arrivée à Montréal. En fait, en vrai, franchement, il y a une belle offre de gastronomie. C'est très différent de chez nous. C'est très diversifié, je trouve. Après, c'est un mix, comme un mix de culture et tout. Mais hier, franchement, j'étais vraiment surpris. On a mangé un menu dégustation. Simon, il nous a fait un repas, mais... Ouais, en fait, j'en ai entendu parler parce que Emmanuel Pilon, il est venu, le chef du Louis XV justement, il est venu l'année dernière, il avait fait le 4 mains ici avec lui, et il m'en avait parlé, et je trouve qu'il y a un très très beau niveau. Après, moi quand je vais manger au restaurant, j'y vais pour prendre du plaisir, je suis pas là en tant que je suis chef, j'ai 2 étoiles, le restaurant, il faut que ce soit un moment de plaisir, c'est... Les gens qui me posent toujours la question alors que t'en penses et tout, je sais pas, j'ai bien mangé, ou alors même si je mange mal, je vais le garder pour moi. Je trouve ça dur aujourd'hui, toute cette les gens qui viennent et qui se lâchent après, tu vois, sur internet et tout, qui mettent des commentaires. Non mais c'est vrai, ça peut faire du tort aux gens, au-delà de la personne qui s'efforce. Alors oui, des fois il y a des choses qui vont pas bien, tu vois, mais tu y retournes pas ou tu fais pas la promotion. Mais des fois, je pense que c'est un peu dur en tant que restaurateur quand tu lis des trucs. Mais ici, la critique n'existe plus beaucoup. Okay. Est-ce que tu as eu du plaisir hier avec Florimond au restaurant Mastar, bien sûr. Ouais, parce que c'était ambigu ta question quand même. Au début, je dis, tiens, il y a un truc qui ne va pas quelque part. Après, on ne veut pas savoir, ça nous regarde.
Non, ouais, franchement, c'était... Et Simon, super accueillant, les gens... J'étais surpris aussi de la sommelière, comment elle expliquait les vins, comment elle... Il y a une connaissance, un savoir que... Tu vois, on est un peu chauvin, les Français, à se dire qu'il y a que chez nous que ça existe ça. C'est pas vrai. Moi, j'ai la chance de voyager et je trouve que ça ouvre la tête, ça ouvre l'esprit. Tu vois des choses qui sont totalement différentes. Et ce qui est incroyable ici, c'est que vous avez un climat qui est pas facile, qui est pas aisé. Et de faire des choses avec un sourcing, de trouver des trucs, tu vois, je trouve ça top, quoi. C'est plus contraignant que pour nous. Tu vois, parce qu'au final, l'hiver, c'est pas aussi froid, il y a toujours des produits et c'est assez facile. Ici, je trouve qu'il y a une contrainte qui est pas des moindres. Là, ça va, il fait beau, mais je pense que quand il fait moins 30 et tout, tu vois, non, mais c'est vrai, ça doit être très dur dans l'approvisionnement, dans le sourcing, dans l'histoire que tu veux raconter, de te renouveler. Et voilà, ça je pense qu'il y a un gros travail qui est fait là-dessus et qui est assez intéressant. Vous avez dit au début que vous avez fait ce métier-là un peu pour votre père. Ouais. Est-ce que votre père est fier de vous? Est-ce qu'il vient au restaurant? Oui, il est déjà venu au restaurant. Après, c'est bien sûr. Je pense que moi, j'ai été élevé. C'est ça qui m'a plu, je pense, dans la. Moi, je viens d'une famille nombreuse et le travail, c'était hyper important. Il n'y avait rien sans rien. Donc, c'est-à-dire que à la fin de la semaine, si je voulais de l'argent de poche, il fallait tondre la pelouse, nettoyer la voiture, vider le lave-vaisselle. C'est comme ça que j'ai été élevé. Et depuis toujours, j'ai été cette notion de travail. Quand je suis parti justement chez Alain Ducasse, j'ai retrouvé cette rigueur du travail, de l'importance et un côté aussi paternel peut-être que j'étais... oui, je pense. Après, il ne dit pas tous les jours, mais... Tant qu'il passe un bon moment. Bonjour, moi c'est Christina et je suis pâtissière. Donc la première question que j'ai, c'est un lien avec ça. Les cuisiniers et les pâtissiers doivent être amis ou chacun sur son chemin? Non, pour moi c'est la même famille, c'est ce que je dis dans un restaurant, cuisinier, pâtissier, sommelier. J'aime pas ce côté-là où on sépare un peu les choses. Après, moi je dis la vérité, la pâtisserie, je suis assez limité parce que c'est quelque chose où je prends moins de plaisir que la cuisine, dans le sens où il faut peser, c'est plus carré, c'est plus millimétré. Quand tu fais la cuisine, tu prends une poêle, tu pèses jamais ton huile, tu pèses jamais ton morceau de beurre, ta gousse d'ail. C'est un peu le feeling, tu vois, c'est au ressenti. Pâtisserie, quand tu fais après, tu peux avoir de la créativité, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour faire un gâteau, il faut une certaine température, il faut une certaine temps de pouce, il faut un certain pesé qui fait que la structure de la base va être faite. Mais non, c'est hyper important. L'histoire, quand tu fais un repas, ça se termine par la pâtisserie. Et pour moi, c'est comme dans un film, la fin, c'est hyper important. Tu peux avoir un film qui est top, si la fin du film est nulle, tu vas te dire, le film c'était éclaté. Non ? C'est l'impression que ça te laisse. Non, mais c'est vrai, c'est la note sucrée, c'est sur quoi tu termines le repas. C'est hyper important. C'est pas la salle et la pâtisserie, la cuisine et la pâtisserie, c'est une entité entière. Après, c'est un autre pôle avec le côté sucré. Tu changes de partition, tu es sur une partie salin et après tu pars sur le sucre. Donc oui, forcément, il y a une autre... Mais je trouve que quand la corrélation elle est parfaite, l'histoire au restaurant, elle est top, quoi. Quand il n'y a pas de cassure, de toute façon, ça se sent. J'aime bien la comparaison avec le film, je vais la garder. C'est vrai. Et une dernière question. À l'approche du 8 mars, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du rôle de la femme dans la cuisine? Et est-ce que, par exemple, dans votre équipe, il y a une équité femmes-hommes? Alors moi, je le reproche aujourd'hui beaucoup. C'est vrai que moi, dans mon équipe, il n'y a pas assez de femmes. J'en ai, hein. La chef qui est en charge de... Moi, je m'occupe beaucoup du gastro et de l'hôtel. Et après, j'ai une chef qui est en charge de tout ce qui est la partie brasserie, room service, banquet. J'ai des femmes, mais moins. Il y en a plus en pâtisserie, en fait. Beaucoup plus de femmes font la pâtisserie que la cuisine. Après, le pourquoi du comment, je ne sais pas. S'il y en avait plus, ce serait top. Mais je pense pas qu'il y a quelque chose de... Je sais pas vraiment d'où ça vient. Et après, il y a des restaurants, oui, aujourd'hui, on parle un peu de ça en France, des trucs un peu plus féministes et tout. Moi, je pense qu'il faut... Je rentre pas là-dedans parce que c'est pas... Je pense que c'est un faux débat, c'est des choses un peu
je sais pas si c'est utile en fait. Je pense que quand on vient faire la cuisine, c'est avant tout homme-femme. Maintenant aussi, on parle de la sexualité et tout ça. Est-ce que ça a sa place dans l'histoire du restaurant? Je pense pas. Avant tout, c'est des hommes, des femmes qui construisent une histoire pour faire donner du plaisir aux clients. Voilà, ça doit s'arrêter là. Mais on aime les femmes. Hein. Ah bah tant mieux. Alors, il n'y a personne qui l'a abordé, mais ton chef pâtissier, c'est quand même quelqu'un de connu. Ouais. Ça fait travailler avec quelqu'un qui prend beaucoup de place. Alors, c'est Cédric Grolet, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que ça fait quoi de travailler avec quelqu'un qui a une réputation si imagine-toi, je travaille dans l'un des plus beaux hôtels parisiens et même français, on pourrait dire. Je travaille avec Alain Ducasse et Cédric Grolet. Qu'est-ce que je veux demander de plus, tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est en termes de visibilité, communication, dynamisme, stimulation. Tu vois, tu t'arrêtes jamais. Tu as toujours des sollicitations, tu t'endors jamais. Tu as toujours envie de faire plus et mieux. T'es regardé, donc forcément, en fait, tu peux pas te relâcher. Tu vois, pour moi, c'est que du plus. Et ce qui est cool, c'est que Cédric, il a créé quelque chose qui à l'époque n'existait pas. C'est un des premiers chefs qui a commencé à voguer sur les réseaux sociaux, à développer tout ça. Aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique et c'est une belle réussite. Et tant mieux, tu vois. C'est beau, des parcours où tu commences, tu pars de rien. C'est un chef qui était un peu comme moi, qui était au Meurice. Il était chef adjoint. Il a eu l'opportunité d'être chef pâtissier. Il l'a saisi et aujourd'hui, c'est un des meilleurs chefs pâtissiers du monde. Ouais, il a vraiment révolutionné la pâtisserie. Il a donné un sacré coup de jeune à la pâtisserie française. Il y a une visibilité. Après, ce qui est beau aussi, c'est avec la pâtisserie, c'est que pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne peuvent pas se permettre de venir au Meurice, tu peux t'acheter une partie du Meurice en venant chercher une pâtisserie. Ça coûte 17 € et tu repars avec un gâteau fait par Cédric Grolet dans une belle boîte. Tu as été au Meurice, tu vois. Je trouve que c'est beau aussi cette féerie-là, tu vois. C'est une partie d'accessibilité aussi à ce monde de luxe qui est intéressante. Et oui, il a apporté un vent de jeunesse et de fraîcheur sur quelque chose qui n'existait pas. C'est un précurseur, quoi, tu vois. C'est dans la même lignée qu'Alain Ducasse dans la cuisine. Vous n'avez pas envie de lancer une petite chaîne TikTok En vrai, moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux, mais ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps, du savoir, de l'énergie. Je suis aidé et tout, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Moi, la vérité, c'est que je passe déjà beaucoup de temps. La réflexion des plats, la création, c'est ce que j'avais cette discussion-là aussi à Florimont. C'est quand tu es chef d'un hôtel, tu fais pas que la cuisine, en fait. Tu n'as pas un rôle que de chef. Je m'occupe du recrutement, tu t'occupes de l'administratif, tu t'occupes du sourcing des produits, tu t'occupes des plannings, de la relation client, tu as des rendez-vous avec la presse, je suis en déplacement. En fait, ça demande beaucoup de temps et aussi c'est important, je trouve, d'essayer aussi d'avoir un équilibre aussi personnel. Tu vois, de tout faire, en fait, ça demande beaucoup d'énergie et ouais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit trop de temps, tu vois, aussi. Faut pas, pour ma part. Cédric, lui, il passe beaucoup, ça lui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et après, quand tu commences, en fait, je pense que tu peux plus t'arrêter. Donc, c'est ça qui est hyper important. Pour moi. Normand, petite question par rapport à ton menu ce soir. Tu parlais d'approvisionnement tout à l'heure. Comment tu t'es débrouillé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des défis? Alors, ouais, c'était hyper intéressant pour moi. J'ai demandé déjà à Florimont qu'est-ce que lui, il avait comme produit, quelle chose il avait ici. Par exemple, il y a un plat, nous, on fait ça avec du chevreuil, qui est une viande de chat chez nous. Et ici, il m'a dit, j'ai de la biche. Donc voilà, on a fait la même chose, mais en fait, c'est assez similaire. Hein. C'est un peu plus petit chez nous, mais que la biche, c'est un peu plus gros, à contrario. La pétonque qui est proche de la Saint-Jacques, il y a des produits qui sont assez similaires. Après, la saisonnalité, en vrai, les agrumes, il y en a. C'est la pleine saison, donc c'est important pour moi d'utiliser les agrumes. Je sais que moi, j'aime beaucoup travailler le homard, et ici, vous en avez aussi. Donc,
y a des produits qui sont, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble, quoi. Donc oui, il y a eu pas mal d'échanges, des allers-retours. On a ajusté jusqu'à hier le menu pour être vraiment en corrélation aussi, où on évite de chercher des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est l'hiver, je vais pas travailler la tomate. Voilà, c'est d'avoir des produits et aussi faire vivre une partie de notre expérience de Paris, quoi, de pas tomber aussi dans quelque chose où tu te dis ouais, je viens ici mais c'est pour manger la même chose que je mange d'habitude. Est-ce que dans le public il y en a qui vont manger le menu d'Amaury? Pascal, tu peux lever le bras aussi. J'allais dire que des femmes. Non, j'équilibre. Non, mais c'était la recherche était assez intéressante et tout. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses, ça m'intéressait beaucoup de voir, de comprendre le phoque, tu vois, des trucs comme ça, c'est pas commun chez nous. J'étais au Japon la semaine dernière, eux, ils avaient de l'ours, tu vois, ils font mais quand tu voyages, il y a des trucs où tu as des a priori, ou même quand les gens ils viennent chez nous, en vrai, ils disent ouais, tu vas manger des escargots, tu vas manger des cuisses de grenouille, mais en vrai, ça fait partie de l'emplacement, de ta cuisine, de ton système, quoi. Du folklore, un petit peu. Je sais pas, on aurait pu faire du castor ce soir, non? Est-ce que tu as mangé du phoque alors? Tu l'as essayé? Non, j'ai pas mangé. J'ai pas Merci, encore en mangé. Merci. J'ai pas encore mangé. Je vais goûter aussi la poutine. Non, j'ai encore quelques petites choses. Je pars que dimanche, donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Là, le plus important, c'était de bien avancer le menu, de bien tout caler avec les équipes et tout, qu'on soit prêt pour le premier soir et bien de mettre tout en place. Et s'adapter aussi, parce que quand tu es chez toi, tu as tes repères, tu as ta cuisine, tu as tes fournisseurs, tu as tes arrivages et tu sais faire, en fait. Et ce que j'aime bien quand tu fais les voyages, c'est aussi tu n'es pas dans ta zone de confort. Et tu es dans un moment aussi humain de partage, au-delà de faire vivre l'expérience ce soir aux clients. Ce qui est beau, c'est qu'on va faire vivre aussi ça aux équipes de salle et de cuisine du Boulevardier, tu vois, d'avoir un moment aussi où ça te change et ça te sort de ta routine du quotidien. Je trouve ça toujours cool. Je crois qu'on arrive à la limite du temps. Et ouais, il y en a qui ont un service ce soir et merci beaucoup Amaury, merci à tous d'être venus. Je voudrais encore une fois remercier Air France pour le soutien. Air France est un partenaire majeur du Festival Montréal en Lumière et vraiment un grand ami de la gastronomie française et québécoise. Alors un grand merci. Merci aussi au restaurant de l'Hôtel Germain, le Boulevardier, à notre ami le chef Laurie Moento. Je vous encourage vivement à manger ici, même si ce n'est pas Amaury qui a la baguette, c'est quand même une des très très bonnes tables de Montréal. Merci à tous les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Restez dans le jus, ciao. Ciao.